Ah, voilà, on a entendu la dame qui dit Recording in progress. Donc, l'enregistrement va durer jusqu'à la fin des présentations. Après, on va arrêter l'enregistrement pour la période des questions et des échanges. Bienvenue à tout le monde à ce Midi Interaction. Je me présente. Je m'appelle Maximilien Bouchard et je suis professionnel de recherche pour le Centre de recherche et de partage des savoirs Interaction. Je serai votre animateur, modérateur pour aujourd'hui. On va commencer par une brève présentation du Centre de recherche et des Midi Interaction. Établi depuis 2001, le Centre Interaction étudie et accompagne la configuration et l'évolution des réseaux de solidarité avec les communautés, le communautaire et le secteur public. On priorise la recherche transformationnelle qui tient compte de la diversité des populations et des milieux de vie et qui a comme objectif de contribuer au développement de pratiques adaptées pour favoriser l'accès à la protection des droits en santé et services sociaux et la pleine participation des personnes premières concernées. La recherche au Centre Interaction implique différents partenaires au niveau institutionnel public, ministériel, municipal, des regroupements provinciaux et des organismes communautaires. On travaille dans une perspective intersectorielle, donc qui touche différents secteurs d'action comme les services sociaux, la santé mentale, le logement, l'éducation, l'emploi, etc. Dans cette logique, on favorise un lien direct entre la recherche et la pratique terrain, et c'est dans ce sens que l'idée des Midi Interactions a été développée. L'objectif est de partager les résultats des projets de recherche avec les partenaires des milieux de pratique pour réfléchir ensemble sur les retombées sur le terrain. Le Midi Interaction d'aujourd'hui est le dernier pour cette saison. On va prendre une petite pause pendant l'été. On vous revient à l'automne. La programmation n'est pas encore disponible, mais vous pouvez vous tenir au courant sur notre site Web. On va mettre les liens dans le clavardoir. Il y a une section de notre site Web qui est dédiée aux Midi Interaction. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à notre infolettre. Mais d'abord, aujourd'hui, la présentation s'intitule Cartographier le développement du réseau de collaboration dans l'implantation du modèle Aire ouverte au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du nord de l'île de Montréal, le CIUS-NIM. Je vous présente notre conférencière, Isabelle Courcy, qui est professeure adjointe au département de sociologie de l'Université de Montréal. Sociologue formée à l'intersection de plusieurs disciplines, sociologie, études féministes, kinésiologie, sciences de la santé, éducation, ses travaux s'inscrivent dans les champs des études critiques sur le handicap, des rapports sociaux de sexe et des problèmes sociaux. Elle s'intéresse aux mécanismes sociaux de l'exclusion à partir de l'expérience sociale, de la qualité de vie et des réseaux de solidarité et des savoirs construits par et pour. Et je vous présente maintenant notre commentatrice terrain, Manon Boily, qui est organisatrice communautaire responsable du volet partenariat pour Aire ouverte au CIUS-NIM. Manon est une professionnelle dévouée, œuvrant comme organisatrice communautaire depuis 2008 au sein du réseau de la santé, notamment au CIUS du nord de l'île de Montréal. Après des études initiales en sexologie, elle a enrichi son parcours académique par un certificat en sociologie, des formations en gestion des services de santé, en gestion des organismes sans but lucratif, ainsi qu'un microprogramme en administration publique à l'École nationale d'administration publique, l'ENAP. Avec plus de 35 ans d'expérience dans le milieu communautaire, Manon a participé à la mise en œuvre de nombreux projets visant à répondre aux besoins diversifiés des communautés. Animée par une passion pour les jeunes, elle s'efforce de promouvoir des approches inclusives et fondées sur des données probantes, tout en plaçant l'humain au cœur de ses actions. Je passe maintenant la parole aux présentatrices. Bonne présentation. C'est toujours un peu gênant, ça, de se faire présenter comme ça. Merci, Maximilien.
Je Merci à laisse vous. Isabelle prendre la suite. Merci. Il y a toujours le petit délai de partager son écran. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Formidable. Merci Maximilien pour la présentation. Oui, très, très officielle. Puis merci au Centre Interaction pour cette invitation là, à venir vous parler d'un projet, d'un gros, gros projet. Je ne parlerai pas de tout le projet parce que, bon, Lourdes pourrait en parler mieux que moi. Je vais vous parler en fait d'un volet particulier de ce projet et je vous explique là, un petit peu plus davantage ce volet qui porte sur la cartographie du réseau RSIJ qui a accompagné l'implantation du projet Air ouverte sur le territoire du CIUS du nord de l'île de Montréal. Alors, pour ce midi, ce que je vous propose, une brève mise en contexte pour ceux et celles qui peut-être connaissent moins les projets Air ouverte et le projet de recherche qui a accompagné sa mise en œuvre là, à partir des années 2018. Ensuite, quelques résultats. J'aimerais vous parler de ces résultats qui ont porté sur l'étude du réseau de collaboration jeunesse de services intégrés qui a accompagné toute cette mise en œuvre. Et ensuite, Manon pourra nous parler de qu'est-ce qui en est aujourd'hui avec ce réseau de collaboration. Je vous invite, comme vous pouvez voir les dates, là, je vous invite un peu à faire un retour dans le temps parce que c'est un projet qui a quand même été amorcé il y a quelques années, qui a pris fin 2021, peut-être 2022, printemps 2022. Donc, bien que je puisse pas vous faire un diagnostic de la situation actuelle, parce qu'on s'entend, l'eau a coulé sous les ponts, je vous invite quand même, pour ceux et celles qui sont avec nous ce midi, qui connaissiez Air Ouverte, peut-être que vous êtes acteur ou actrice dans un réseau au CIUSNIM ou ailleurs au Québec. Donc, je vous invite à essayer de penser, est-ce que les observations que je vais vous présenter se reflète également chez vous ou encore au CIUSNIM. Et aussi peut-être à réfléchir un peu plus loin à voir qu'est-ce qu'un projet de recherche qui fait une cartographie peut venir faire justement dans un projet très concret de mise en œuvre d'un réseau de collaboration. Et heureusement, Manon nous remettra les pendules à l'heure. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors, le contexte, comme je le disais, c'est une recherche qui a accompagné le déploiement de la mise en œuvre du réseau de services intégrés pour et avec les jeunes sur le territoire du CIUSNIM. C'est une recherche qui a répondu à un appel de projet de démonstration dont le financement venait du ministère de la Santé et des Services sociaux en collaboration, en partenariat avec la Fondation Graham Boeck, puis le Fonds de recherche en santé. J'ai été dès le départ très chanceuse, j'ai été mobilisée dans ce grand projet de recherche, donc j'ai vu vraiment le début de la chose. Et c'est un projet, un appel en fait de financement d'octroi à subvention pour, qui répondait en fait à des constats troublants, préoccupants, qui est celui que, de façon générale, on observait que les services publics, avaient des difficultés à rejoindre les jeunes et d'autant plus ceux et celles qui sont dans des situations de marginalisation, d'exclusion. Et donc, on a du mal, il y a beaucoup de difficultés, on a du mal à contrer ou à contourner ces barrières systémiques qui ajoutent aux difficultés d'accès aux services. Donc, un changement de culture qui a été présenté comme nécessaire dans la façon d'entrer puis de concevoir aussi l'accueil, comment entrer en relation avec les jeunes, les proches et les communautés. Donc, comme je vous disais plus tôt, c'est une grosse recherche qui a été mise en branle. Il y avait 6 volets, juste pour vous donner un peu l'ampleur. Lourdes Rodriguez del Barrio était la chercheure principale. Elle pourrait vous en parler amplement. Moi, ce midi, je vais vous parler d'une partie du deuxième volet, qui était cette étude visant à cartographier le réseau de collaboration RSIJ qui était déjà présent, mais qui était vraiment appelé à peut-être à s'expansionner ou du moins que les services air ouvertes, l'implantation des services air ouvertes allait probablement venir mettre un coup de fouet à l'expansion de ce réseau.
Donc, au départ, dans le projet dans lequel j'étais mobilisée, on voulait vraiment aller voir, ben, c'est quoi les dynamiques de collaboration, puis les transformations de ce réseau-là dans le temps, hein, au fil de la mise en œuvre des ouvertes sur le territoire Nîmes. Et là, ben, il y a des questions de base là, qui s'imposaient, c'est-à-dire, bon, ben, c'est qui les partenaires, c'est qui les acteurs organisationnels, où est-ce qu'ils sont situés, dans quelle organisation, dans quel quartier, comment ils collaborent ensemble, et surtout, comment ils perçoivent leur lien de collaboration. Et enfin, ben, la trame qui est celle de l'accompagnement au fil du temps, ben, on voulait voir, ben, est-ce qu'on est capable de quantifier, est-ce qu'on est capable de mesurer ou de voir les changements qui s'opèrent dans ce RSIJ au fil de l'implantation du projet Hero. Donc, la méthode, et encore une fois, c'est la méthode du volet 2 de la recherche. On a procédé à une collecte des données en 2 temps. Collecte de données où Maximilien, notre présentateur, a vraiment été mobilisé avec d'autres personnes à la recherche. Donc, au temps 1, mai-novembre 2019, temps 2, octobre 2021-2022. Je ne veux pas vous le rappeler, mais j'ai pas le choix de le nommer. Vous voyez qu'il y a comme entre deux quelque chose qui s'appelle comme la COVID-19 qui arrive. Voilà, c'est fait. Ça a un effet, veut pas, sur les liens et les organisations. Et nous sommes partis au départ d'une liste de partenaires qui avait été faite en collaboration justement avec Manon. Je pense que tu avais été concertée sur cette première liste de départ de qui sont les partenaires de ce réseau. On était parti avec une liste de 161 acteurs organisationnels, une liste qu'on a modifiée, améliorée, amendée. Des fois, il y a des acteurs qui disparaissent, d'autres qui se scindent ou d'autres qui vont se regrouper avec d'autres. Donc, une liste qui a changé au fil du temps 1 et du temps 2. Mais vous voyez, le chiffre est quand même de plus en plus grand. Et on a procédé par entrevue téléphonique. Très concrètement, on appelait un acteur, une personne qui se présentait comme celle qui va parler au nom de son organisation. Et on a procédé avec un générateur de noms qu'on appelle en analyse réseau. Bien simplement, on leur a demandé de nommer qui sont ou d'identifier qui sont leurs partenaires dans la liste, puis est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, d'où le pourquoi que la liste augmente à chaque fois qu'on parle à des personnes. Et on leur a posé des questions plus précises justement sur leur lien de collaboration. Vous voyez à droite, un peu au centre du cercle, c'était des questions qu'on leur posait, notamment sur, ben, pour chacun des partenaires qui étaient mentionnés, on leur demandait, ben, est-ce que ce partenaire-là vous offre des bons conseils? Est-ce que il vous aide à trouver des ressources pour répondre aux besoins des jeunes? Est-ce que vous considérez avoir une approche similaire à ce partenaire dans la réponse aux besoins des jeunes? Est-ce que c'est un partenaire qui a une influence importante sur l'étape de concertation? Et enfin, est-ce que vous jugez que vous trouvez des solutions ensemble dans la réponse aux besoins des jeunes? À partir de ces questions, et surtout à partir des réponses qui nous ont été données, on a développé des indicateurs quantitatifs. Je vous fais l'économie de ce traitement des données et de la composition de comment on fait ces indicateurs. Et je passe plus rapidement à qu'est-ce que ça a donné comme résultat, qu'est-ce qu'on a appris. Donc, ma première diapositive porte vraiment plutôt sur une description générale du RSIJ. C'est des diapositives qui ont été beaucoup présentées depuis peut-être 2020, si je me trompe pas. Donc, vous voyez à droite une représentation du réseau au temps 2. Et comme je le disais tout à l'heure, donc une liste qui augmente en termes de nombre de partenaires. Donc, par exemple, au temps 1, 307 partenaires ont été nommés par 109 personnes qui ont été interrogées par téléphone. Donc, au temps 2, 370 partenaires différents ont été ont été nommés par 97 personnes qui ont fait les entrevues téléphoniques au temps 2 avec nous.
Pour ce qui est de la composition vraiment très générale, et là je vais vite aussi, on peut dire que la grande majorité des partenaires sont répartis dans les 3 réseaux locaux de services, là, les RLS. Vous voyez la représentation là, la plus haute avec les différentes couleurs. Si on voit que le rose est souvent avec le rose plus proche, le vert est plus proche avec le vert parce que c'est normal, c'est des territoires aussi qui sont géographiquement plus près les uns des autres. Et enfin, on peut dire aussi, lorsqu'on regarde le réseau, mais cette fois-ci qu'on le colore pas en termes de RLS, mais qu'on le colore en termes de c'est quoi le type d'organisation, ce partenaire-là. Est-ce que c'est un partenaire de l'arrondissement? Est-ce que c'est un partenaire d'un organisme communautaire, d'un service de police, du réseau de la santé et des services sociaux ou d'un établissement scolaire ou autre? Ben, on voit que vraiment, ils sont très diversifiés. La deuxième représentation, plusieurs couleurs, il y a une bonne diversité en termes de type d'organisation de partenaires. Ensuite, on a regardé, ben, avec toute cette galaxie, je dirais, d'acteurs, de partenaires, qui sont les plus souvent nommés par le plus de partenaires? Et là, on a vu vraiment des tendances qui revenaient dans tous les territoires, dans les 5 territoires qui composent, les 5 quartiers, pardon, qui composent le territoire du nord de l'île de Montréal, que des types d'acteurs revenaient le plus souvent. Donc, autant les centres de jeunesse, des organismes communautaires en particulier, des services de police et des établissements scolaires. Alors qu'autant d'eux, oups, on voit un changement, on est dans le temps. L'équipe est ouverte qui s'impose, premier rang, parfois deuxième rang dans certains quartiers, mais qui apparaît et qui apparaît comme un acteur très central de ces réseaux. Et bon, les centres de jeunesse, toujours là, organismes communautaires également et établissements scolaires. Donc, et là, cette vision, je dirais, globale, en voyant ces tendances-là et des tendances qui se reproduisaient par quartier, en parlant dans un premier laboratoire d'innovation qui était un peu un espace que la recherche et les milieux pratiques s'étaient donnés pour discuter ensemble. Manon pourra nous en parler plus amplement après. On avait présenté un peu cette première idée qu'on avait de autant un de notre cartographie et on nous avait suggéré, allez voir ce qui se passe par quartier. C'est important d'aller voir comment les liens de collaboration par quartier peuvent être différents. Et c'est une idée qui m'avait vraiment séduit parce qu'en analyse réseau, souvent quand on regarde la somme des choses, on voit ce qui s'impose le plus souvent. Mais lorsqu'on on a une vision un peu plus zoomée sur certaines parties d'un réseau, on peut voir des dynamiques de collaboration qui sont différentes et qui sont probablement teintées justement d'une culture ou d'un territoire particulier. Donc, on est allé dans ce sens-là et, vraiment par souci d'économie, parce que vous comprenez que la galaxie des acteurs était très grande, on a fait le choix d'aller voir, ben, c'est qui les acteurs les plus centraux de chacun des quartiers et leurs partenaires. Donc, on a décidé de prendre les 10 premiers acteurs qui étaient les plus souvent nommés, donc qui apparaissaient comme les plus centraux dans l'ensemble des quartiers, et de voir les liens avec les réseaux de leurs partenaires. Donc, je vous donne déjà au départ un peu la synthèse à laquelle on arrive, puis après, on pourra regarder de façon plus fine là, les différents indicateurs qui nous ont amenés à brosser un portrait comme ça des liens de collaboration entre les quartiers qui composent le territoire et qui sont mis en œuvre autour de la réponse des jeunes. Donc, vous voyez, j'ai mes 5 quartiers que j'ai anonymisés par souci justement peut-être de confidentialité. Donc, un premier quartier en bas que vous voyez qui est un peu plus en retrait, qui, et on le verra, était marqué par des dynamiques de collaboration davantage à l'interne, alors que les quartiers 2 et 3 collaboraient beaucoup ensemble. Des collaborations qui sont notamment, je dirais, favorisées par la présence de plusieurs acteurs qui appartiennent au réseau de la santé et des services sociaux, des acteurs qu'on va voir dont l'influence va s'atténuer un petit peu avec le temps. Et deux autres quartiers, 4 et 5, qui collaboraient également beaucoup ensemble. Ça ne change pas beaucoup, autant un, autant deux, et qui ont des dynamiques vraiment marquées par plusieurs collaborations communautaires qui apparaissent vraiment importantes dans leur relation.
Donc, tout ça pour dire que, bon, on avait puis en moyenne, on pourrait dire juste pour donner un chiffre approximatif, j'ai fait les moyennes, puis ça donnait à peu près 137 acteurs centraux et partenaires en moyenne par quartier. Donc, lorsqu'on leur a demandé à ces acteurs centraux, ben, on leur a posé des questions et après coup, on s'est demandé, ben, est-ce qu'ils sont basés dans les mêmes quartiers que les partenaires qu'ils ont nommés, hein, nos 10 plus centraux? Est-ce qu'ils sont près géographiquement des personnes qu'ils ont nommées? Et les indicateurs nous montraient que oui, dans la majorité des cas, on collabore avec des partenaires qui sont situés dans les mêmes quartiers et que des variations, par exemple, sont notables selon les quartiers. Donc, on pouvait voir que le quartier 1 se distinguait euh, pour avoir beaucoup plus de collaboration à l'interne, donc une densité de liens dans leur quartier. Alors que le quartier 5, ben, c'était un peu le contraire. On voyait que ce quartier, comparativement aux autres, avait davantage de liens de collaboration avec des partenaires de d'autres quartiers, donc plus de liens à l'externe. Autant d'eux, on voit que pour l'ensemble des quartiers, ben, les collaborations internes se sont densifiées. On collabore un petit peu plus à l'interne dans tous les quartiers. Et le quartier 5, où c'était moins le cas, a vraiment une grande augmentation et on voit qu'il va rejoindre un peu les autres à ce niveau-là. Ensuite, on s'est demandé, est-ce que les acteurs les plus centraux est-ce qu'ils ont nommé est-ce qu'ils ont nommé les partenaires qui les ont identifiés? Hein, pour voir est-ce que c'est des liens qui sont bidirectionnels? Est-ce qu'ils se reconnaissent, les acteurs les plus centraux et les partenaires? Et la réponse était oui, très souvent. Dans 70% des cas, en fait, on voyait qu'il y avait des liens bidirectionnels, c'est-à-dire quand l'acteur central nommait un partenaire, ben, la plupart du temps, le partenaire le nommait aussi. Donc, on est conséquent. Et par contre, on voyait au temps 1 que les accueils psychosociaux avaient des indicateurs de réciprocité un peu plus faibles. C'était comme si la personne qui référait à l'accueil psychosocial le considérait comme un partenaire, mais l'accueil psychosocial ne considérait pas la personne qui avait référé comme un partenaire. On voit que ça change autant d'eux. Les indicateurs là, pour la réciprocité changent. Ben, puis c'est beaucoup lié au fait que dans deux quartiers, les accueils psychosociaux ont disparu. Puis dans d'autres, ben, hop, là, on voit que les indicateurs de réciprocité ont augmenté. Et de façon générale, la réciprocité a également légèrement augmenté, autant d'eux. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est dit se reconnaître davantage. Ensuite, on s'est demandé, est-ce que les acteurs centraux sont du même type d'organisation que leurs partenaires? Est-ce qu'on collabore avec des organisations pareilles comme la nôtre? Et ce qu'on voyait, c'était rarement. Il y avait encore une fois des variations selon des quartiers. On voit que dans le quartier 2, dans le quartier 3, il y avait un petit peu plus de liens, d'organisations similaires, si on veut, de types d'organisations qui collaboraient ensemble. Alors que dans le quartier 4, ben, c'est le contraire. Il y avait un petit peu plus de liens avec des organisations qui n'étaient pas du même type. Et autant d'eux, dans tous les quartiers, on a pu voir on collaborait, on faisait moins de liens avec des organismes qui avaient le même type d'organisation que nous. Donc, ça peut être un indicateur d'intersectorialité ou du moins d'interorganisation. Et que le quartier 4, où on voyait qu'il y avait plus de différences, si on veut, bien, il revenait un petit peu dans la moyenne puisque les autres ont diminué. Donc, ça c'est comme un peu, je dirais, ils sont revenus un peu au même niveau. Ensuite, on s'est demandé, est-ce que les acteurs centraux, nos 10 centraux dans nos 5 quartiers, est-ce qu'ils estiment partager les mêmes approches que leurs partenaires? Et est-ce que les partenaires sont du même avis que eux? Puis les indicateurs nous permettent de dire que oui, en majorité, mais qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que les acteurs les plus centraux ont plus tendance à dire oui, mon partenaire et moi, on a des approches similaires, alors que les partenaires, ben, c'était un petit peu moins le cas.
Au temps 1, puis au temps 2, ben, on voit vraiment que cet indicateur-là augmentait de part et d'autre. Donc là, il y avait un petit peu moins cette différence de vision entre les acteurs plus centraux ou les partenaires. Ensuite, à la question sur les soutiens, hein, sur l'échange d'informations, l'échange de conseils, on s'est demandé est-ce que les partenaires, est-ce que nos acteurs centraux considèrent que leurs partenaires leur donnent de bons conseils et ou les aident à trouver des ressources? Finalement, on a comme mis ensemble un indicateur avec ces deux questions. Et est-ce que les partenaires sont du même avis qu'eux? Donc, ce qu'on voyait, c'était vraiment une appréciation très élevée de part et d'autre dans la majorité des cas. Donc, dans les 5 quartiers, là, ça allait de 72% à 81% d'appréciation positive de part et d'autre. Alors que lorsqu'on regardait le temps 2, ben, oups, ça chutait un petit peu, mais quand même pas drastiquement non plus. Enfin, il m'en reste pas long sur mes résultats. On leur demandait est-ce que les acteurs les plus centraux, est-ce qu'ils estiment qu'ils trouvent des solutions avec leurs partenaires nommés? Et encore en retour, est-ce que les partenaires sont du même avis? Et ce qu'on peut dire, c'est que parfois ou souvent, donc il y a quand même une variation importante, mais bon, c'est quand même une majorité, 52% à 72% dans les différents quartiers au temps 1. Puis au temps 2, ben, encore plus souvent, donc là, on voyait vraiment ça l'augmentait vraiment de façon importante, 69% à 78%. Les acteurs les plus centraux et leurs partenaires jugeaient de part et d'autre qu'ils trouvaient des solutions ensemble aux besoins, à la réponse aux besoins des gens. Enfin, sur la dernière question, sur la perception par rapport à l'influence dans les lieux de concertation, est-ce que nos acteurs les plus centraux sont perçus comme ayant une influence dans les lieux importante dans les lieux de concertation? Logiquement, on pourrait s'attendre à oui, mais sait-on jamais avec les données. Et ben, en retour, est-ce qu'ils perçoivent la même chose des partenaires qu'ils ont nommés? De façon générale, on peut dire oui, mais que dans le premier quartier, vous vous souvenez, celui où il y avait beaucoup de liens, surtout à l'interne et encore plus au temps 1, les acteurs les plus centraux qui ont été nommés dans ce quartier-là avaient un indice un peu plus faible. Puis là, ben, on peut se demander, est-ce que c'est parce que c'est une forme de leadership qui est peut-être plus partagée au sein de ces tables de concertation? Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont perçus comme très influents sur ces tables de concertation, mais qui n'apparaissaient pas dans notre cartographie? C'est des hypothèses. Et au temps 2, ben, on peut voir que cet indice-là de perception d'influence augmentait de part et d'autre quand même dans tous les quartiers. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe là, au niveau non seulement de la- de l'interreconnaissance, mais aussi de la cohérence entre les réponses entre les partenaires et les acteurs les plus centraux. Donc voilà un peu pour mon petit tour de constat résumé. Je pourrais quand même pas vous laisser sans souligner quand même quelques limites à la démarche, hein. Vous savez, c'est une cartographie, ce n'est pas une représentation parfaite. Par exemple, il n'y a pas tous les acteurs, c'est pas tous les partenaires réels du RSIJ qui ont participé à la recherche. Euh, Malheureusement, mais c'est toujours des limites là, en recherche avec lesquelles, lorsqu'on travaille avec des grands échantillons. Et le fait d'avoir accès sur les égonets, justement, des acteurs les plus centraux et les réseaux de leurs partenaires, bien, c'est sûr que c'est des constats qui sont limités à ces dynamiques de collaboration. Et on peut, même si on pense qu'on a un échantillon qui est quand même assez représentatif de ce qui se passe dans l'ensemble ou ce qui s'est passé plutôt dans le RSIJ, ben, ça demeure que ce n'est pas une photo parfaite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au courant de la recherche avec ces constats-là? Je vous ai mentionné très rapidement les laboratoires d'innovation. Donc, vous avez petite représentation à droite des photos. C'était la journée où, lors du troisième laboratoire en janvier
2020, Maximilien me faisait remarquer que c'était avant la COVID, j'avais présenté la première fois les diapositives là, très, très générales du début. Mais ensuite, il y a eu d'autres présentations qui se sont faites au cours de l'implémentation et la mise en œuvre le projet Air ouverte, notamment au 6e laboratoire par Lourdes, qui a présenté une autre façon d'interroger les données, donc de les voir pas par quartier, mais par les voir en termes de réseau d'action sectoriel, quels sont les acteurs mobilisés dans le réseau éducation, employabilité, santé, etc. Et il y a également eu une autre présentation des labos. Donc, qu'est-ce que ça a eu comme dans les faits d'introduire des discussions, des réflexions à partir de la recherche, notamment dans ces espaces-là? Manon, je t'ai cité ici entre guillemets. Ce que ça a fait, c'est que ça a donné, selon tes dires, une espèce de photo du réseau pour réfléchir sur ce qu'on veut en faire ou pas. Donc, je t'ai pris au mot, je trouvais que c'était très bien dit. Et voilà, bien sur ça, je te laisserai la parole, Manon, pour nous remettre un peu à jour sur le réseau aujourd'hui. Qu'en est-il? Est-ce qu'on voit un peu les mêmes choses? Quels sont les changements? Alors, Oh, ben, excuse-moi. je peux laisser la diapo pour que Ben je oui, puisse me rappeler qu'est-ce que je veux parler. Ça Non, va Manon, je suis m'aider. désolée, j'ai confondu mon micro. C'est bon. Donc, en fait, l'équipe de recherche a terminé son accompagnement de l'implantation d'Air ouverte en 2021-22. Et donc, j'ai, comme responsable du partenariat, j'ai pris la responsabilité de faire vivre le réseau de services intégrés jeunesse. Euh, le, là, dans le titre, c'est écrit RSJI, là, mais il faudra l'inverser. Mais c'est pas grave, c'est des fautes que je fais moi-même. Euh, donc, on a fait le transfert, c'est un grand mot, là, c'est vraiment une passation de responsabilité. Donc, on avait toute une équipe pour travailler, pour préparer les laboratoires d'innovation. Puis là, on se retrouvait, moi et la chef de programme Air ouverte, à prendre l'animation de ce fameux réseau-là qui se trouve à rassembler tous les partenaires qui étaient autour d'Air ouverte, c'est-à-dire autant les organismes partenaires que les équipes de travail du CIUS avec lesquelles Air ouverte avait à travailler, santé mentale adulte, santé mentale jeune, GED, CAF et j'en passe. Et autant les partenaires comme la DPJ, les PDQ que des organismes communautaires. Donc, c'est vraiment à partir de 2022. Et c'est là aussi qu'est arrivé l'appel à projet. C'est-à-dire que le ministère, dans le financement d'Air ouverte, il y avait une enveloppe qui était dédiée à la collaboration. Donc, dans notre choix à nous du CIUS-NIM, c'est pas nécessairement la même chose dans tous les aires ouvertes à travers le Québec, là, on s'entend. Cette enveloppe-là a servi à créer un appel à projet. Et donc, c'est le réseau de services intégrés jeunesse qui a dit, voici ce que nous, on veut comme appel à projet, c'est-à-dire qu'elle, oui, soit basée sur le cadre de référence des aires ouvertes à travers le Québec, mais qu'elle n'ait pas trop de balises, de montants, de façon de faire. Donc, une espèce de carte blanche pour déposer des projets qui vont favoriser la collaboration entre les organismes et ou avec Air ouverte. Donc, l'appel à projet a permis de faciliter et de l'arrimage entre certains organismes et l'équipe d'Air ouverte. Et dans cet appel de projet-là, la première année, bon, c'est sûr, les organismes étaient un peu plus frileux quand il y a un nouveau financement qui arrive. On avait moins de projets qui ont été déposés, ce qui nous a permis de développer un volet du financement qui sert à justement favoriser la connaissance, la reconnaissance entre les organismes.
parce qu'un des éléments que souvent les organismes disaient, c'est le fun, nos concertations jeunesse, mais on n'a pas de temps pour parler d'études de cas ou pour échanger sur des enjeux de façon plus pointue entre intervenants, parce que généralement, dans les concertations jeunesse, c'est davantage des directeurs ou des coordonnateurs d'organismes ou de projets dans les organismes qui siègent et moins des intervenants. Et donc, pour favoriser la collaboration avec l'équipe d'Air ouverte, ben, de créer une espèce de groupe de co-développement. Là, on l'appelle comme ça, là, mais ce n'est pas un groupe de co-développement pur comme on peut le connaître, là. Mais c'est vraiment plus un espace sécuritaire entre intervenants pour parler de situations, d'enjeux dans le quartier et favoriser le travail en commun entre différents intervenants des différents organismes, dont un membre de l'équipe d'Air ouverte participe à ces groupes de co-développement-là. La mise en place de ça était inspirée quand même des tables jeunesse de Bordeaux-Cartierville principalement et UNSIC qui avaient déjà commencé cette façon de travailler-là. Et donc, on a demandé aux autres concertations jeunesse, est-ce que vous avez envie d'embarquer là-dedans? Puis on dit oui. Et ça a vraiment fait en sorte que les intervenants de l'équipe d'Air ouverte étant connus par les intervenants du terrain, ça facilitait la référence et la reconnaissance de comment travailler ensemble. L'autre chose aussi qu'on a modifié avec le temps, c'est au point de départ, Air ouverte, c'était un lieu de sans rendez-vous. Donc, on disait aux intervenants, ben, dis aux jeunes de se présenter entre telle heure et telle heure. Quand on est ouvert, là, pour la majorité du temps, c'est de midi à 8 heures dans notre cas. Puis, au fil du temps, on s'est rendu compte que ben, ça faisait que le jeune était quand même obligé de répéter son histoire. Donc, ce qu'on a convenu avec les organismes maintenant, c'est qu'on offre un soutien clinique aux intervenants. C'est-à-dire que que le jeune soit présent avec l'intervenant ou que ce soit fait entre des rencontres avec le jeune, il peut nous téléphoner, puis on peut voir ensemble, est-ce que Air ouverte, c'est la bonne place? Est-ce que l'intervenant a d'autres options aussi? Si le jeune souhaite venir nous voir, ben déjà, si la rencontre se fait avec le jeune, ça évite d'aller au sans rendez-vous, mais d'avoir déjà un rendez-vous avec un intervenant. Fait qu'on a, nous aussi, avec le temps, avec les échanges qu'on a eus de ce fameux réseau de services intégrés jeunesse-là, de permettre aux organismes de nommer ce qui va bien, ce qui va moins bien, puis d'adapter notre façon de faire dans l'équipe. Puis on est toujours encore dans des ajustements constants. Dernièrement, bon, nous, on a mis en place différents sites satellites dans les 3 dernières années. Puis notre vécu nous a amené à constater qu'il y a des milieux où c'est plus facile d'être présent pour faire des rencontres individuelles, puis il y a des rencontres où des lieux, c'est-à-dire que c'est moins agréable, pas parce que les jeunes ne sont pas là, les jeunes sont là, mais le contexte fait que c'est trop bruyant pour permettre une intimité avec une personne qui est en situation de vulnérabilité ou de besoin d'écoute. Donc, quand ça s'excite d'un côté, alors que nous, on est dans un autre type d'émotion, ben, ça ne permet pas ce lieu de confidence-là. Donc, on a dû revoir nos sites satellites en fonction de ça aussi. Donc, ça vous donne une idée que le travail, c'est constamment en changement, en adaptation au fil des années, puis de l'ouverture qu'on a avec les organismes partenaires et les équipes à l'interne du CIUS qui fait en sorte qu'on est constamment en train de s'ajuster. Et c'est la belle flexibilité aussi d'avoir une équipe qui est prête aussi à s'adapter constamment, autant du côté des besoins des jeunes, des organismes partenaires, que des équipes à l'interne. Là, on a un petit point négatif, je dirais, de l'évolution de Air ouverte. Ben, je dis négatif, mais en fait, c'est pas nécessairement négatif dans le sens où, au point de départ, dans la mise en place de Air ouverte, en 2017-2018 jusqu'à 2020, donc jusqu'à la pandémie, on avait une instance qui s'appelait le comité de vigie où siégeaient les directions de santé mentale jeune, santé mentale adulte, l'équipe de recherche,
la santé publique, et j'en passe, là. Et donc, on avait cette instance-là qui mettait ensemble vraiment des acteurs qui pouvaient faire en sorte que ça bouge plus rapidement pour l'implantation d'air ouverte. La fin du laboratoire d'innovation, la fin de la place de l'équipe de recherche et le timing de la COVID a fait que cette instance-là a fait comme, ben, Air ouverte est partie, ça va bien, donc on n'a pas donné suite à cette instance-là, puis on a, dans le fond, un peu déplacé ce niveau de responsabilité-là à la direction, ben, la direction sous laquelle Air ouverte est, qui est la direction jeunesse santé publique. Ben, je veux dire, la perte, c'est un peu un mot fort, là, mais mettons que ça montre quand même l'évolution aussi, autant à l'interne du CIUS sur la place d'air ouverte et toute la collaboration qu'il faut quand même maintenir avec plusieurs acteurs pour faire en sorte qu'on réponde vraiment bien aux besoins des jeunes les plus vulnérables. Je résumerai ça de même. Il y a peut-être, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, là, mais je sais que Isabelle en a préparé pour vous. Mais aussi, je voulais dire à Isabelle que pour moi, c'était un peu, c'était pas la première fois que j'avais la présentation, mais d'avoir la présentation avec l'évaluation par rapport au quartier. Euh, En fait, je me pose la question, on a quand même 6 quartiers, mais là, on parle de 5. D'après moi, ça parle peut-être plus de 5 concertations jeunesse que de 5 quartiers. Mais ça sera peut-être à clarifier. Maximilien, oui. Oui, et effectivement, la façon qu'on a découpé le territoire, euh, il y a deux quartiers qui sont ensemble, Oui, qui c'est ça, sont Philippe. Villeray et Petite-Patrie, Oui, parce que Villeray et Petite-Patrie sont ensemble pour la table de concertation jeunesse de Villeray et Petite-Patrie, la exact. TCJ-VPP. Donc, c'est ça. Fait que c'est 5 concertations jeunesse et non pas 5 quartiers. Ben, dans le fond, c'est le territoire du CIUS-NIM, on l'a divisé en 5. Et ça correspond au territoire des 5 tables de Des 6 concertation quartiers, quand même. jeunesse. Ouais. Oui, parfait. Merci pour la clarification pour tout le monde. Et un grand merci à vous pour vos présentations. Et je pense que c'est à ce moment-ci que je vais arrêter l'enregistrement pour qu'on passe à la plénière de questions et d'échanges.